Le Fonds monétaire international met à la disposition de notre pays 30 milliards de francs CFA, une enveloppe qui doit contribuer à l'amélioration des finances publiques. Les assises de la première session du comité transfrontalier pour la gestion intégrée des ressources en eau du fleuve Sourou entre le Burkina Faso et le Mali se sont tenues à Mopti. Au cours de cette rencontre, d'importantes décisions ont été prises. De l'eau potable, il en sera question dans cette édition puisqu'à Bamako, certains quartiers rencontrent de réelles difficultés d'approvisionnement et c'est le dossier de cette édition signé à Gali Agagissa. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition de 20h. Sachez tout d'abord que le Conseil des ministres s'est réuni en session extraordinaire ce vendredi 4 octobre 2013 dans la salle de délibération du palais de Koulouba sous la présidence du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de loi. Sur présentation du ministre de la Justice garde des Sceaux, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi autorisant le gouvernement à prendre certaines mesures par ordonnance. Par le présent projet de loi, le gouvernement, conformément à l'article 74 de la Constitution, demande à l'Assemblée nationale l'autorisation de prendre par ordonnance des mesures qui sont normalement du domaine de la loi dans la période comprise entre la date d'adoption de la présente loi et l'installation de la nouvelle Assemblée nationale. Cette autorisation concerne les mesures que le gouvernement devra prendre dans les domaines déterminés en vue d'assurer le fonctionnement régulier de l'État. Sur présentation du ministre de l'Économie et des Finances, le Conseil des ministres a adopté le projet de loi de finances 2014. La loi de finances, communément appelée budget d'État, détermine les ressources et les charges de l'État au cours d'une année. À ce titre, elle est l'instrument privilégié de réalisation des objectifs de la politique économique, sociale et culturelle de la nation. Le projet de loi de finances 2014 prévoit et autorise l'ensemble des recettes et des dépenses de l'État et établit les priorités de l'action du gouvernement pour l'année 2014. Il tient compte de la conjoncture internationale, sous-régionale et nationale. La répartition des dépenses par secteur reflète la volonté d'accorder la priorité à l'instauration de la sécurité et de la paix, au fonctionnement de la justice, de la relance économique et au développement humain et au renforcement de la politique de décentralisation. Le projet de budget d'État 2014 se présente ainsi qu'il suit. Au titre des recettes, les recettes se chiffrent à 1518 milliards 116 millions de francs CFA contre 1433 milliards 515 millions de francs CFA dans le budget rectifié 2013, soit une augmentation de 5,90%. Au titre des dépenses, les dépenses prévues s'élèvent à 1559 milliards 440 millions de francs CFA contre 1465 milliards 075 millions de francs CFA dans le budget rectifié 2013, soit une augmentation de 6,44%. Le budget d'État 2014 dégage un déficit prévisionnel de 41 milliards 324 millions de francs CFA contre 31 milliards 560 millions de francs CFA dans le budget rectifié 2013, soit une augmentation de 9 milliards 764 millions de francs CFA. Ce déficit sera financé par les ressources provenant des aides budgétaires extérieures et la mobilisation de l'épargne à travers les titres d'emprunt émis par le Trésor. C'était là le communiqué du Conseil des ministres réuni en session extraordinaire aujourd'hui. Sur un tout autre plan, une délégation du Fonds monétaire, nous revenons d'abord à l'activité du président de la République. Le président de la République a reçu cet après-midi l'émissaire du président équato-guinéen et l'ambassadeur du Ghana en fin de mission au Mali. Le premier donc était porteur des messages du président Obiangema, invitant le président Ibeka à prendre part aux festivités marquant l'indépendance de son pays. Avec le second, il a été question de l'apport des troupes ghanéennes dans la libération des régions du Nord. Nous y reviendrons au cours de ce journal avec notre reporter Mohamed Diarra.
Je vous le disais tout à l'heure, une délégation du Fonds monétaire international séjourne depuis une dizaine de jours au Mali. La délégation, conduite par le chef de division adjoint département Afrique, a été reçue en audience cet après-midi par le Premier ministre. A retenir surtout que le Fonds monétaire international accorde un financement de 30 milliards de francs CFA à notre pays. Reportage Garibou Pérou. Cette audience accordée par le Premier ministre à la délégation du Fonds monétaire international marque la fin d'une mission. Une mission signée par le renouvellement du programme du FMI à l'endroit du Mali. Je suis venu rendre compte au Premier ministre des résultats de notre mission. Donc nous avons, avec les services du ministère des Finances, travaillé à un nouveau programme entre le Mali et le Fonds monétaire international. Et ce programme porte sur le budget et en même temps sur des mesures pour améliorer la gestion des finances publiques. Et le message est très bon parce que nous sommes arrivés à un accord presque complet avec les autorités. On a un accord complet sur la loi de finances 2014 qui sera présentée à l'Assemblée nationale lundi prochain. Et nous avons pratiquement fini nos discussions sur les réformes qui vont sous-tendre ce programme. Outre le renouvellement du programme de coopération, le FMI s'engage à accorder un financement au Mali. À ce programme sera associé un prêt d'un montant d'environ 30 milliards de francs CFA sur 3 ans. Et je dirais assorti à ce prêt, nous allons conseiller le gouvernement tous les 6 mois. Nous allons fixer avec le gouvernement ensemble des objectifs pour améliorer la gestion des finances publiques. La mise à jour de la coopération est donc effective entre le FMI et le Mali. Il reste à la partie malienne d'adopter une politique bien élaborée pour l'exécution de ces différents programmes. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Zabi Ould Sidi Mohamed, a quitté Bamako samedi pour Nouakchott. Le ministre Zabi est porteur de message du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, à son frère et ami, M. Mohamed Ould Abdel Aziz. Cet autre communiqué, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Moustapha Diko, prend part du 3 au 5 octobre 2013 à la 42e session du conseil d'administration de l'école inter-État des sciences et médecine vétérinaire en N'Djamena, en République du Tchad. Au cours de ce séjour, le ministre aura des entretiens avec ses homologues d'un pays membre autour des questions liées à la contribution de l'enseignement et de la recherche dans la valorisation des ressources animales qui constituent un axe important de la politique de développement. Le peuple allemand, dans sa diversité, fête depuis 20 ans l'unification des citoyens. Cette unité, qui a été marquée par la chute du mur de Berlin, est une occasion pour l'ambassadeur de rassembler Maliens et expatriés d'autres pays. Reportage Mariam Sagara. Ce hymne national allemand résume dans son ensemble l'unification de ce peuple qui a tant souffert dans la division après-guerre. Aujourd'hui, d'une seule voix, partout où ils se trouvent dans le monde entier, ils chantent leur retrouvaille des 20 ans. L'ambassadeur, avec enthousiasme, a souhaité la fin de la crise malienne et l'unité de la nation qui pointe avec la réconciliation nationale. S'inspirant de l'exemple allemand, l'ambassadeur a prêché la cohésion et l'entente entre Maliens. Le 3 octobre est donc pour nous une occasion de nous pencher avec joie sur ce que nous avons réalisé jusqu'aujourd'hui. Il y a 1 an, ici à Bamako, cet souvenir était troublé par les épreuves que subissait le peuple malien depuis le début de 2012. Quel changement aujourd'hui! Voilà un Mali libéré, un nouveau président et son gouvernement démocratiquement élu en place. Mais, comme le dit le poète allemand Bertolt Brecht, et je cite, « Les défis des montagnes finalement derrière nous. Nous voilà en face des défis des grandes plaines. » À juste titre, le président Keïta a identifié la réconciliation dans et avec le Nord comme priorité des priorités pour arriver à une vraie paix et développement social et économique durable. Le diplomate allemand a souhaité aux Maliens l'unité, la justice, la liberté et la paix dans un Mali souverain.
Les événements des dernières semaines ont montré que beaucoup reste à achever. Il faut surtout faire tout effort pour surmonter une méfiance forte et évidente dans le peuple et la politique malienne. Des mesures concrètes pour établir la confiance sont une responsabilité pour tous, y inclut la justice, pour arriver au progrès si vital dans le contexte de l'accord de Ouagadougou. Évidemment, le respect de tous vis-à-vis des institutions de l'État dans toutes les régions du Mali est également indispensable. Il entend participer avec l'appui de son pays à cette entreprise de reconstruction et de stabilité au Mali. L'hôpital de campagne médico-chirurgical du Maroc installé au stade de Modibo Keïta de Bamako est opérationnel depuis le 17 septembre dernier et c'est un véritable ouf de soulagement pour les patients qui saluent aujourd'hui la bonne organisation qu'il y a autour de cette initiative à Damakodjo. Fini le désordre et les débordements à l'hôpital des campagnes médico-chirurgicales du Maroc installé au stade Modibo Keïta à Bamako. Grâce à l'étroite collaboration entre les agents de sécurité et de santé, le service est devenu plus fluide. Pour faciliter l'accès à l'intérieur du centre où les hommes du médecin colonel Bait Abdelouad sont en pied d'œuvre pour la prise en charge gratuite, le patient doit d'abord se faire enregistrer pour avoir le ticket d'entrée. Une fois muni du précieux sésame délivré par les agents de santé du Mali, le malade est consulté le lendemain par les spécialistes marocains. Les malades ne savent pas où aller. Nous les trions de telle sorte que ceux qui ont les cas urgents soient vraiment les premiers pris dans le lot. Parce qu'il y a les malades qui viennent qui n'ont que de simples pathologies qui peuvent traiter ici, comme l'ulcère, le céphalée et le palu, qui n'est pas connu dans ces pays maghérébiens, mais bien connu chez nous, qui peut être bien traité ici. Donc ces malades-là, on les met de côté et on donne la priorité aux personnes âgées et aux malades graves, les malades qui ont fait tellement d'hôpitaux qui ne sont pas vraiment satisfaits de leurs soins, donc on essaie de les mettre dans le rang. Le système de consultation du lendemain de l'acquisition du ticket ne concerne pas les enfants. Ces derniers sont reçus le même jour d'obtention du ticket par le pédiatre marocain. La nouvelle organisation facilite l'accès des patients au centre. Avant qu'on ne commence à faire enregistrer les patients, je venais ici à 2h, 4h du matin, dans l'espoir de me faire consulter, mais en vain. Maintenant, les agents nous ont informé que chaque patient doit se faire enregistrer. J'ai fait une semaine ici sous l'arbre. J'y passais la nuit comme le jour. Chaque fois que mon tour arrive, cela coïncide avec la fin des travaux. Hier, j'ai été prise en charge gratuitement. Aujourd'hui, je suis arrivée au centre pour répondre à un autre rendez-vous du médecin. Pour ne pas se soumettre aux différentes procédures d'accès au centre, certains malades proposent un pot de vin aux organisateurs. Un comportement déploré par le médecin généraliste. C'est là que le problème ne pas blesse. C'est la priorité, ils sont là pour ça. Nous, on les paye déjà par l'État. On a comme un agent d'appui. Donc il ne faut pas qu'ils viennent nous corrompre avec ces petites sommes. Et après, le dire dans la ville que nous sommes faits pour ça, c'est pas bien. Moi, j'ai refusé beaucoup de sommes ici. Pour le médecin colonel, la mission se déroule normalement. Il salue la bonne collaboration existant entre tous les acteurs. Dans les hôpitaux du monde, il y a toujours un afflux de malades. Il y a beaucoup de spécialités et malgré tout ça, allez voir même dans vos hôpitaux, vous aurez des gens qui ont des rendez-vous sur un registre. En pratique, prenez par exemple un bloc opératoire qui va opérer des malades. Est remis au chef de l'État par le ministre équato-guinéen chargé du travail et de la sécurité sociale. C'est un geste qui devra contribuer au raffermissement des relations bilatérales entre Bamako et Malabo. Étant donné que c'est un frère africain, et on ne fait pas la fête tout seul. Il faut toujours être entouré de la famille et des frères. Et le président de la République du Mali m'a exprimé les bonnes relations d'entente qui existent entre lui et son frère, le président Obiangema. La dernière audience est celle que le président Ibeka a accordée à l'ambassadeur du Ghana en fin de mission au Mali. Le diplomate ghanéen a remercié son interlocuteur pour l'hospitalité légendaire dont il a bénéficié durant son séjour au Mali. Les deux personnalités ont aussi parlé des derniers événements que le Mali a connus. Let me be very frank that
Les événements de 2012 nous ont trouvés ici au Mali. Le Mali a pu donc sortir de cette crise dont vous faites allusion. Et le Mali a pu recouvrer l'intégrité de son territoire et organiser des élections libres, justes et équitables. Donc le Ghana a fait partie donc, de ce combat que le Mali a mené. Donc nous sommes fiers d'avoir été aux côtés du Mali pendant ces moments difficiles et nous sommes aussi fiers donc, des résultats que le Mali a obtenus et au niveau donc, de la communauté internationale. 2 audiences, un dénominateur commun, la volonté affichée des personnalités reçues à appuyer le Mali dans son processus de stabilisation. Fin ce matin des travaux du séminaire de formation en gestion de situations post-conflit organisé par l'école de maintien de la paix à Lune-Blondembey avec l'accompagnement du programme d'appui aux collectivités territoriales Pacte GIZ. Le séminaire a regroupé une vingtaine de stagiaires. Reportage Nando Dambélé. Ils sont exactement 26 stagiaires issus de différentes structures de la société civile à subir ce stage. Nous venons de quelques structures de la société civile qui interviennent sur le terrain pour la résolution de conflits. Loin d'être le dernier, ce stage qui vient de s'achever est bien sûr le point de départ d'un processus qui va contribuer à instaurer le dialogue intercommunautaire. Pour mener ce dialogue, l'école a jugé nécessaire que les acteurs doivent être outillés, comprendre les conflits, les analyser avant d'aller parler avec les victimes sur le terrain. Les stagiaires ainsi formés, les tout premiers du genre, vont constituer désormais un réseau sur lequel pourrait compter l'école de maintien Lune-Blondembey et ses partenaires pour cultiver la paix. Les cours que nous dispensons ici s'adressent à une certaine élite. Notre mission, c'est une mission partagée. Une mission partagée pour la réconciliation, pour la paix et la reconstruction de ce pays. La direction de l'école ne cache pas sa satisfaction d'être associée à l'évaluation des résultats de ces stages. Je suis très heureux d'apprendre que le pacte va nous associer à ce processus d'évaluation. Parce qu'il ne sert à rien de donner des rudiments de formation, des outils, lorsqu'on ne met pas en œuvre un processus d'évaluation qui permette d'améliorer l'enseignement qui a été dispensé. Chaque stagiaire a pour mission de restituer la formation au sein de sa communauté. Sur le continent africain, l'actualité nous conduit au Nigeria avec le crash d'un avion. Nous irons en Libye, nous parlerons aussi de la réunion des ministres des Finances de la zone franc qui se tient à Paris et nous terminerons par la Gambie. Mais voyons d'abord cet accident d'avion au Nigeria. Le crash d'un avion nigérian jeudi a fait 14 morts sur les 20 passagers qui se trouvaient à bord de cet appareil du constructeur brésilien Embraer. L'avion appartenant à la compagnie charter Nigerian Associated Airlines s'est écrasé peu après son décollage de l'aéroport international de Lagos. Il devait rallier la ville d'Akure dans le sud-ouest du pays. Une panne de moteur serait à l'origine du drame. La Russie a évacué la totalité du personnel de son ambassade de Tripoli jeudi au lendemain d'une attaque qui a fait 2 morts parmi les assaillants. Cette attaque aurait été menée en représailles à l'assassinat dans la capitale d'un officier de l'armée libyenne par une femme russe dans des circonstances encore non élucidées. Plusieurs chancelleries ont été l'objet d'attentats ces derniers mois en Libye. Les ministres des Finances de la zone franc réunis jeudi à Paris se sont félicités du niveau soutenu de la croissance dans la zone UMEA, estimée à 6,4% en 2013, sous l'effet de bonnes performances agricoles et de la reprise de l'économie ivoirienne. Les gouverneurs des banques centrales ont proposé d'accélérer la mise en place de partenariats publics-privés pour financer les nombreuses infrastructures dont l'Afrique a besoin. D'abord, l'énergie, c'est indispensable pour tout. Et puis, il y a l'infrastructure nécessaire à l'agriculture. Je crois que ça aussi, c'est important. Il y a les télécommunications, il y a l'infrastructure routière, parce qu'il faut que la production qui est faite soit acheminée. L'Afrique. Le ministre français des Finances, Pierre Moscovici, a annoncé le maintien de la contribution française au Fonds africain de développement, un montant de 380 millions d'euros sur 3 ans.
Le président gambien Yahya Jammeh a annoncé dans un communiqué le retrait de son pays du Commonwealth, une institution qualifiée de néocoloniale par les autorités. Cette décision intervient après le projet du Commonwealth de créer à Banjul une commission pour les droits de l'homme, les médias et la lutte contre la corruption. L'opposition a qualifié cette annonce de malheureuse et demandé au gouvernement de reconsidérer sa décision. Porté au pouvoir par un coup d'État en 1994, Yahya Jammeh a été réélu 3 fois et modifié un amendement de la Constitution supprimant la limite du nombre de mandats. Hors du continent africain, en Italie, un navire a coulé au large de l'île de Lampedusa, ce qui a bouleversé tout le pays. Ce naufrage a coûté la vie à plus de 300 personnes. Avec ce nouveau drame, l'immigration illégale refait surface devant la scène médiatique. Alors question, comment résoudre ces problèmes? Suivez. Deuil national en Italie après la tragédie de jeudi près de l'île de Lampedusa, qui a sans doute coûté la vie à plus de 300 hommes, femmes et enfants de la Corne de l'Afrique. Le navire qui a coulé était parti de Libye avec quelques 500 migrants. Seuls 155 ont été sauvés. C'est la pire tragédie de l'immigration de ces dernières années. Une petite île où, selon la maire de Lampedusa, il n'y a plus de place ni pour les morts ni pour les vivants. C'est la pire tragédie de Lampedusa. Je pense que beaucoup de gens comprendront que nous en avons assez de récupérer des corps sans vie. Avec ce nouveau drame, l'immigration illégale s'est remise sur le devant de la scène médiatique. Comment résoudre ce problème? Comment enrayer le flux? Des questions quasi insurmontables aussi longtemps que les pays du Sud seront minés soit par des régimes dictatoriaux, soit par des conflits d'où venaient les victimes érythréennes et somaliennes de jeudi. Le drame de Lampedusa n'est pas seulement italien, c'est un drame européen. J'ai vu la commissaire européenne, Cecilia Malmström. Je lui ai demandé de convoquer, lors du prochain sommet à Luxembourg, une session urgente sur la question de l'immigration. L'Union européenne est montrée du doigt, l'Italie ne peut agir seule, elle a demandé l'instauration d'un couloir humanitaire pour rendre plus sûres ces traversées. Nous devons faciliter les formalités d'accès à l'Europe. Nous devons le faire et coopérer pour y arriver en définissant des conditions très strictes et très précises. Ce drame aurait pu être évité. Une tragédie qualifiée de honte par le pape François en déplacement à Assise, qui a prié pour toutes les victimes de Lampedusa. Retour à l'actualité nationale, cela s'appelle la reconnaissance du mérite sur les 11 communes du cercle de Kémassina. La commune rurale de Bokuwere vient en tête dans le paiement des impôts et taxes. La remise du drapeau s'est déroulée lundi dernier. De Ségou, voici le compte-rendu de Foussé Nidjara. C'est la commune rurale de Bokuwere qui vient d'avoir les honneurs du gouvernement de la République du Mali à travers le préfet du cercle de Massina pour s'être illustrée première dans le paiement des impôts et taxes sur les 11 communes du cercle. Les 14 231 360 francs CFA que devait payer la commune à l'État pour son développement a été entièrement payé pour l'exercice de 2011. Nous allons nous acharner toujours dans le travail, nous n'allons pas baisser les bras. Donc, continuer à encourager quand même le personnel communal qui s'est toujours engagé pour pouvoir maintenir cette place. Le préfet du cercle de Massina, tout en saluant les populations des villages de cette commune et leurs partenaires, a exhorté la commune à maintenir ce talent pour ne pas perdre cette place de leader. Cette commune, je l'ai dit, c'est la seule qui est dirigée par une femme parmi les 11 communes rurales du cercle de Massina. Cela vraiment démontre qu'encore une fois, quand on fait de la place aux femmes dans les instances de décision et de gouvernance, elles peuvent faire grand chose. Au cours de cette cérémonie, un vibrant hommage a été rendu aux partenaires comme le Pacte, le GIZ et la société Faso-Djigui pour leur contribution dans le recouvrement des impôts et taxes dans la commune rurale de Bokuwere. Aux situations d'urgence, des réponses d'urgence, l'ONG luthérienne World Relief et la fondation Bill et Melinda Gates ont investi près de 115 millions de francs CFA pour aider les populations de 5 communes rurales du cercle de Nyono ayant subi des affres de l'occupation des bandits armés. Le projet intitulé Résilience Plus a officiellement lancé ses activités à Djabalikoura. Reportage à Maïgéré au Gobaradolo.
La forte mobilisation du village de Djabali Koura et environ marque le lancement officiel de la composante réponse d'urgence du programme Résilience Plus. Le projet réponse d'urgence aide les communes rurales du Nampalari, de Dogofiri, de Djabali, Sokolo et Mariko dans le cercle de Nyono. Le cercle de Nyono a été durablement frappé par la crise politico-sécuritaire qu'a connue le Mali de 2012 à 2013. Plus spécifiquement, la commune de Djabali a été l'objet d'attaques des djihadistes, entraînant du coup le déplacement massif de la population vers des zones jugées plus sécurisées et l'arrêt de l'activité économique. Financé par Lutheran World Relief et la fondation Bill et Melinda Gates pour près de 115 millions de francs CFA, réponse d'urgence est exécutée par la Fédération des centres de prestation de services Franc-Facisso de Nyono. Il s'agit d'apporter très urgemment du vivre aux populations démunies. Il y a une deuxième action qui est une action de relèvement. Donc il s'agissait vraiment de réparer au plus vite ces infrastructures. Prévu pour 12 mois à compter d'avril 2013, ce projet a d'importants acquis. Distribution de vivres, de semences améliorées à 1250 ménages, d'aliments bétail à 750 ménages, la réhabilitation du magasin de stockage de Djabali, entre autres. J'aimerais, et je sais que les populations sont sur la bonne route, tout ce qu'on fait, ce n'est qu'une petite tâche d'huile et on espère que ça va grossir et on ne met que la semence. Et on espère qu'avec l'énergie, l'enthousiasme et le support de tout le monde, en fait, cette petite tache d'huile va prendre et va pouvoir être disséminée. La visite du champ sémencier de Mme Traoré Alimata Diarra et une rencontre d'échange avec le conseil d'administration de Franc-Facisso ont mis fin à la cérémonie. Activité similaire dans la Venise malienne Mopti, où la Fédération des unions des sociétés coopératives de la région, en partenariat avec Lutheran World Relief et la Fondation Bill et Melinda Gates, viennent de procéder au lancement des activités du projet intitulé Résilience Plus. 10 483 ménages sont bénéficiaires dans les cercles de Mopti, Douanza, Tenenkou et Yuaru. Guinée également est concerné. À cette cérémonie, le lancement était couplé l'inauguration du siège social de la Fédération Mopti. Nous retrouvons le compte-rendu de Yaya Bokoum. Fruit du partenariat entre la Fédération des unions des sociétés coopératives de Mopti, Lutheran World Relief et la Fondation Bill et Melinda Gates, le projet Résilience Plus est une réaction à la crise alimentaire du Sahel, tenant compte des différences entre les sexes. Ce programme fait suite à un autre programme que LWR a mis en exécution en collaboration avec la Fédération des unions coopératives de producteurs de riz. Le programme a très bien réussi, mais la Fédération a un plus grand nombre de coopératives que le premier programme n'avait pas atteint. Ainsi, cette initiative de Lutheran World Relief et de la Fondation Gates dans les cercles de Mopti, Douanza, Tenenkou, Yuaru et Djéné contribuera sans nul doute au relèvement des ménages les plus vulnérables de ces zones. Il est opportun d'accompagner cette dynamique en cours afin de sécuriser davantage les communautés. Nous sommes convaincus que ce projet contribuera à la satisfaction des besoins des 10 483 ménages bénéficiaires et d'enclencher par conséquent leur relèvement suite aux différentes crises. À cette cérémonie de lancement était couplée l'inauguration du siège de la Fédération des unions des sociétés coopératives de Mopti. L'infrastructure a été financée par Lutheran World Relief à hauteur de 20 millions de francs CFA. Restons à Mopti pour parler des assises de la première session du comité transfrontalier pour la gestion intégrée des ressources en eau du Sourou entre le Burkina Faso et la République du Mali. Cette rencontre avait à son ordre du jour l'adoption du projet de règlement intérieur, la mise en place d'un bureau exécutif, l'identification des actions prioritaires. Reportage Yaya Bokoum. Dans le cadre du renforcement des relations d'amitié et de fraternelle coopération entre les peuples burkinabés et maliens, le Mali et le Burkina Faso ont entamé un processus de mise en place de cadres de concertation transfrontalier pour la gestion intégrée des ressources en eau dans le bassin du Sourou. L'objectif transfrontalier fixé du programme G8 était de favoriser les organisations communautaires, les collectivités locales et les services techniques déconcentrés et centraux pour la création d'un mouvement dynamique, cohérent et bien informé au niveau local et transfrontalier,
pour la promotion de la gestion intégrée des ressources en eau du Sourou. Durant 2 jours de travaux, les participants à cette première session du CTGS ont été imprégnés du contenu des 2 accords CTC, GIR et CTGS. Le règlement intérieur du CTGS fut adopté. Un bureau exécutif consensuel de 5 membres qui sera dirigé par le Conseil aux affaires économiques et financières du gouverneur de la région de Mopti a été mis en place avec le commissariat aux comptes. Des actions prioritaires sont identifiées et une stratégie de financement durable du comité a été élaborée. Nous partons très satisfaits de la configuration du bureau exécutif qui a été mise en place. Satisfait également de la définition des actions prioritaires et de la feuille de route qu'on nous a proposée. Et enfin, satisfait de la stratégie de recherche de financement pérenne. Après cette première session du comité transfrontalier, suivra la réunion du comité technique conjoint Mali-Burkina pour la gestion intégrée des ressources en eau du Sourou. Monde rural toujours, 30 millions de francs CFA, c'est le montant du projet d'appui à l'amélioration des conditions de vie des agriculteurs et des éleveurs de la commune rurale de Ménaka dans la région de Gao. Ce projet, exécuté par l'ONG Donko sur le financement de la 2e phase du programme d'appui aux organisations de la société civile, va durer 12 mois. Drissa Kone. Ce sont des éleveurs sédentaires ou transhumants et des agriculteurs de la commune rurale de Ménaka qui sont les bénéficiaires de ces projets d'urgence. Il permettra au finish à renforcer leurs capacités techniques et organisationnelles en gestion des terres. Pour y parvenir, l'ONG Donko compte mener d'intenses activités durant les 10 prochains mois. On essaie d'apporter un peu notre pierre à la reconstruction de leur patrimoine. Donc en assistant les agriculteurs à travers l'appui conseil et puis en apportant un petit matériel, les éleveurs en participant aux campagnes de vaccination et puis en apportant les déparasitants et certains vaccins pour mieux continuer à exercer leur profession. Les populations de Ménaka sont toujours disponibles à accueillir et à travailler dans le sens de leur bonheur. L'objectif de ces projets est d'améliorer les conditions de vie des populations vulnérables de la commune rurale de Ménaka, une population durement affectée par la crise. Dans la pratique, ce sont des groupements de maraîchers qui seront dotés de motopompes et de semences améliorées, tandis que des associations de femmes seront renforcées par des matériels de transformation des produits forestiers non ligneux. J'exhorte les bénéficiaires à prendre soin de ce projet et à s'en approprier. Ce projet qui intervient dans le cadre du programme d'appui à l'organisation de la société civile PAOS 2 est cofinancé à hauteur de 30 millions de francs CFA par l'Union européenne, la Suède, le Danemark, la Suisse et le Canada. Les responsables de la composante 4 du projet d'adaptation de l'agriculture et de l'élevage au changement climatique étaient en visite à Yélémané. L'objectif était de constater les réalisations faites par le projet. Abdul Karim Kaba. La protection des berges des cours d'eau est la 4e composante du projet d'adaptation de l'agriculture et de l'élevage au changement climatique ACC, fruit de la collaboration entre le Mali et la Norvège. Les responsables du projet ont effectué une descente sur le terrain à Yélémani pour informer la population sur ce projet de développement agricole. Au cours de la visite, la délégation a pu constater les actions réalisées par le projet, à savoir la lutte anti-érosive, la technique de la démunie et l'utilisation des cordons en vue de lutter contre la dégradation des terres. Ça vise un triple objectif. Le système, d'abord, c'est un système d'irrigation au goutte à goutte, avec l'introduction du palmier dattier dans l'espace maraîcher des femmes de Fungu. Le premier objectif, c'est la protection de la plaine contre l'ensablement. Deuxième objectif, c'est l'amélioration des conditions de vie, donc la lutte contre la pauvreté au niveau des femmes de Fungu. Et troisième objectif, c'est améliorer la production et la productivité au niveau du jardin maraîcher des femmes de Fungu pour permettre justement d'améliorer les revenus. Ce projet contribuera au développement agricole du cercle de Yélémani. Fixation des berges dans le cercle de Yélémani, on ne peut que saluer ce projet. Parce que pour qui connaît un tout petit peu le cercle de Yélémani, et sait que ce cercle est traversé par beaucoup de cours d'eau. Et des fois, même les pluies qui ne tombent pas directement
sur le territoire du cercle. Les eaux nous viennent du côté du cercle de Nyoro et des fois avec force, et ce qui engendre l'érosion. Et donc trouver un projet qui s'occupe de la fixation des berges et un peu de la lutte contre l'érosion dans le cercle du Yélimané, nous ne pouvons que saluer ces projets-là. Le préfet a saisi l'occasion pour appeler la population à être vigilant et de s'approprier ce projet pour le développement de leur terroir. 65 millions de francs CFA, c'est le coût de réalisation de 12 fourrages. 4 sont destinés à certaines localités de Bamako. Cet investissement du Conseil norvégien pour les réfugiés vise à améliorer les conditions de vie des déplacés des régions du Nord. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée à Sibiribougou, en commune 4 du district de Bamako. Reportage à Gali Agagissa. Ce sont les populations des secteurs de Sibiribougou et Kalabanbougou, en commune 4 du district de Bamako, ainsi que ceux de Kalabankoro, Nerebougou, Koulouba, dans la commune rurale de Kalabankoro, qui sont bénéficiaires de ces 4 forages. La réalisation de ces ouvrages s'inscrit dans le programme d'amélioration des conditions de vie des déplacés des régions du Nord et résidents. Ces 4 sur une série de 12 que nous avons l'intention de construire en total jusqu'à la fin de cette année, pour cette année, parce que l'année prochaine nous avons d'autres projets dans le cadre de notre programmation. Et pour les 12, ça va être un coût de 65 millions. Grâce à cet investissement, plusieurs milliers de personnes accèdent désormais à l'eau potable. Cet édifice aujourd'hui est votre édifice. C'est vous qui devez le développer, c'est vous qui devez l'entretenir, c'est vous qui devez le rendre fonctionnel. C'est pourquoi j'invite un peu la population de Sibiribougou, à travers la clairvoyance de la mairie, de faire en sorte que cet ouvrage-là puisse être un ouvrage alors qui puisse résister et fonctionner dans la durée et donc soit pérenne. La cérémonie d'inauguration a été suivie de la visite des différents ouvrages. De l'eau potable pour étancher sa soif. L'eau potable, souvent un véritable casse-tête à certains endroits de Bamako. Plusieurs milliers de personnes vivant dans les quartiers périphériques rencontrent des difficultés d'approvisionnement. Cela s'explique par la forte demande, la baisse de la production due à la pollution du fleuve en crue. Notre équipe de reportage, dirigée par Agali Agagissa, a fait un tour dans plusieurs quartiers de la capitale. Suivez. Traversé par le fleuve Niger, Bamako reste confronté aux difficultés d'accès à l'eau potable, même en période de crue. Bon nombre de citoyens parcourent des kilomètres ou passent de longues heures devant des bornes fontaines pour se procurer le précieux sésame. C'est le vécu quotidien dans certains secteurs des quartiers de Yirimadjo, Nyawakoro et Sabalebougou que nous avons sillonnés. Au niveau des services d'exploitation, la pollution des eaux du fleuve, source d'approvisionnement des stations de pompage, reste la première cause. Pendant l'hivernage, nous sommes confrontés donc à la turbidité. La turbidité, c'est quoi? C'est tout simplement les machines en suspension qui sont énormes actuellement en cette période. Quand il pleut, l'eau qui se déverse dans le fleuve traverse toute une zone, soit de la ville, donc qui ramasse beaucoup d'impuretés et qui font que le traitement devient difficile. Si pendant la période de pointe, ici on peut traiter jusqu'à 160 millions de litres par jour, actuellement on est obligé de réduire ce débit de production à environ 145 millions de litres. Nous sommes confrontés à des problèmes donc, de coupure d'électricité. Et surtout dans certains départs en ville, comme Kati et Korofina. Soit c'est des coupures ou des surtensions. On a des ouvrages qui sont vétustes, on a des investissements qui ne suivent pas. Donc effectivement, la population s'accroît et la ville se développe. Donc effectivement, on a quelques difficultés à atteindre l'ensemble des populations. Aujourd'hui sur Bamako, on produit environ 201 millions de litres d'eau potable par jour. La demande de Bamako aujourd'hui, c'est 250 millions de litres par jour. Donc vous constatez qu'il y a une différence d'environ 50 millions de litres qu'il faut aller chercher. Si la situation est préoccupante au niveau des consommateurs, elle profite à certains revendeurs qui se frottent les mains en pareille situation.
Jambian dorome saba mais wotrotu ku bada ma bishegu ame jibdo firi kile firi tanda on a jigo gela ma firi mo bo bidon woro we kemen mo. L'accès à l'eau potable est un droit et c'est conscient de cela que le gouvernement, à travers la SOMAGEP et d'autres structures, met l'accent sur l'investissement à court et à long terme. Vous avez pu constater que depuis un certain temps, l'eau et l'énergie ont été séparées. Une des raisons, c'est pour pouvoir mettre un accent particulier sur la fourniture de l'eau potable. Dès que cette séparation a été assurée, les bailleurs de fonds sont prêts à injecter de l'argent, principalement pour la ville de Bamako, avec la construction de la station de Kabala. La station de Kabala, elle seule ne suffira pas, parce que ça c'est la partie production, mais il faut de l'extension du réseau également pour l'ensemble de Bamako, pas seulement Bamako et même les autres centres. Nous ne réfléchissons pas seulement en gestion de pointe, nous réfléchissons d'une manière holistique en pensant à l'ensemble du Mali avec un horizon très 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 lointain. Faire de telle sorte que ce qui est arrivé ne nous arrive plus, que dans 10, 15, 20 ans, qu'on puisse donner de l'eau potable aux Maliens sans souci. En attendant, la discipline et l'utilisation rationnelle de l'eau doivent être les maîtres mots dans les différents ménages. Les pratiques contribuant à la pollution du fleuve sont également les facteurs aggravant les problèmes liés à la production de l'eau potable. La lutte contre le banditisme à Sikasso avec ce coup de filet de la police du 1er arrondissement qui vient de mettre la main sur une bande de voleurs de motos. Le groupe a été appréhendé le 26 septembre dernier dans le quartier de Sanobougou 1 par les éléments de la brigade de recherche. Compte rendu, Sekou Konaté. Ils sont 4, spécialisés dans le vol d'engins à 2 roues. Avec eux, 11 motos Jakarta et Sanili. Mais le 26 septembre dernier, se croyant à l'abri de tout soupçon, il devait recevoir la visite de la brigade de recherche du commissariat du 1er arrondissement de Sikasso, conduite par l'inspecteur Moussa Doumbia. Des individus répondant du nom de Alou Traoré et Moussa Sanogo dit alias Bala. C'est des gens qui vont dans les sites orpaillage, ils profitent d'une natation des paysans, ils volent leurs motos afin de les vendre dans la grande ville ici à Sikasso. Ils nous ont dit qu'ils ont des retours au niveau dans une des quartiers ici à Sikasso, plus précisément à Sanogo 1. Immédiatement, le chef de la secrétaire de police Moussa Sangaré avait levé une mission d'envie de rechercher, de le conduire au commissariat. Donc l'opération nous a permis d'avoir 11 motos avec la collaboration de nos collègues du commissariat de police de Kadiolo. L'action que le commissaire Jean-Marie Drabo et ses hommes viennent de réussir tue surtout la conjugaison des efforts de ces hommes et de certains citoyens qui ont compris que rien ne sert de couvrir les malfrats. Aujourd'hui, il faut reconnaître que tous les éléments de la pègre de Bamako, tous les grands voleurs de Bamako, après avoir été traqués par les différentes unités de police, ont choisi comme refuge Sikasso et les villages environnants. Et c'est pourquoi l'apport de la population est très très important. Alou Traoré et sa bande, devant le juge, seront bientôt édifiés sur leur sort. Production littéraire à présent, un nouveau livre désormais dans vos kiosques et librairies. Le roman qui a pour titre Les enfants de Kourouma est du professeur Oumar Kanouté. Dans ce document, il est question des soubresauts de la vie politique d'un pays de l'Afrique au sud du Sahara. Soubresauts du monde étudiantin hautement politisé et dont la nature de l'engagement donne à réfléchir. Coup d'État à répétition ou révolution de palais. Dans Les enfants de Kourouma s'entremêlent politique et amour, un livre du professeur Oumar Kanouté. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Autre rendez-vous avec l'actualité sur votre chaîne demain, 13h, une présentation de Aïssata Ibrahim Maïga et à 20h, Ibrahima Djombele. Pour plus d'informations, visitez notre site www.ortm.ml. Au revoir et qu'Allah bénisse le Mali.